France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Le LGF qui vous parle et qui vous écoute, c'est tous les jours 16h-18h, votre rendez-vous, votre show de fin d'après-midi. J'espère que tout va bien pour vous, en pleine forme pour ce vendredi 8 septembre. C'est parti jusqu'à 18h, donc avec au programme bien entendu notre dernière paire de lunettes Ray-Ban offert par Entrevue Optique du côté de Villepinte tout à l'heure. Il suffira de nous appeler au moment voulu à 17h30 au 01 40 33 9000 pour jouer. Vous serez deux avec des petites questions. Ma foi, on a fait tranquille pour la dernière de la semaine. Donc question tout à fait accessible à tous tout à l'heure, à laquelle il faudra évidemment répondre pour être celui qui marquera le plus de points et repartira donc avec cette dernière paire de lunettes d'une valeur maximum de 169 €, paire de Ray-Ban bien sûr, à 17h30. Il y aura bien sûr dans cette émission le zapping et nous allons parler de 3 sujets aujourd'hui. L'Arabie Saoudite, grand perdant dans la diplomatie au sujet du conflit syrien, mais même au-delà. Nous y reviendrons, et surtout face au Qatar, dans sa crise face au Qatar. On y reviendra donc tout à l'heure avec Tarek Mami qui sera des nôtres dans quelques minutes. Et puis nous parlerons bien entendu de la situation en Birmanie, des plus inquiétantes. Les appels à la mobilisation se font entendre et les appels aussi politiques et de quelques pays à l'image de la Malaisie qui reste quand même un pays très engagé pour soutenir les Rohingyas à l'image de d'autres pays, mais en tout cas beaucoup de pays musulmans restent absents justement à essayer de mobiliser un petit peu la tension qui perdure donc du côté de la Birmanie et de ces Rohingyas qui fuient donc au Bangladesh. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi de la suite de l'affaire El Gherab, qui vous le savez a été mis en examen pour violence avec arme dans son affaire avec Boris Faure. Ce dernier a été de nouveau hospitalisé suite à des complications. Et on verra que ça se complique un petit peu pour El Gherab tout à l'heure. Donc dans cette émission jusque 18h, vous êtes les bienvenus comme chaque jour. La possibilité pour vous d'intervenir à n'importe quel moment au 01 40 33 9000. La possibilité donc n'hésitez pas d'intervenir en direct sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Le grand forum LGF, merci d'être avec nous vendredi 8 septembre. J'espère que tout va bien pour vous avec ce temps quelque peu pas très agréable sur Paris, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, les vacances sont derrière nous maintenant. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un temps de rentrée là. Non, je peux même rebondir sur votre phrase, cher Christophe. Moi qui suis rentré le dernier de l'équipe et qui était le jour où j'ai pris mon avion, je dirais pas quand, mais encore à 29 degrés. Ah oui. Quand je suis arrivé à Paris aujourd'hui, quand je me suis levé le matin, la première idée, je dis mais qu'est-ce que je fous à Paris aujourd'hui? On repartirait bien en vacances finalement. Pas en vacances. Au soleil. Au soleil. Voilà, au soleil. On a pris des mauvaises habitudes. 3 semaines à 30 degrés, sans chaussures, j'allais dire, c'est agréable. Oui, justement, ce qui m'amène à avoir une petite pensée, une grosse pensée maintenant sur ce qui se passe du côté des Antilles, c'est absolument dramatique. Les images qu'on peut voir. Tout cœur avec eux. J'allais dire toujours pour les mêmes raisons qu'on peut inverser. D'abord, c'est une partie du territoire français. Oui. Donc, nous sommes concernés comme tous les citoyens français, mais aussi et principalement, c'est des êtres humains. Et les êtres humains qui souffrent, on essaye d'être là à leur côté, de faire ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on verra avec Monsieur Gebelis et d'autres s'il y a des initiatives de soutien ou de solidarité, nous serons preneurs. Et surtout que les 2 îles Saint-Martin que je connais, que j'ai eu le plaisir de visiter, et Saint-Barthélemy aussi d'ailleurs, sont détruits à 95%. 95%, ça veut dire que rien ne reste debout. Et d'abord, ce qui est le plus dramatique, c'est qu'aujourd'hui, l'eau potable et l'eau usée se sont mélangées. Et que les gens n'ont même pas de quoi boire. Les supermarchés ayant ou été détruits ou été pillés, les gens triste, c'est triste bien sûr, mais c'est la règle du jeu humain. Je veux dire, l'être humain est quelque part sauvage, et heureusement qu'il y a l'éducation, la culture et pour d'autres la religion qui en font un être normal. Les gens ne peuvent même pas acheter de l'eau, et je pense aux bébés parce qu'il faut faire les biberons et tout ça. Et donc heureusement que l'État français est en train de bouger, même si à mon sens
il met du temps et qu'il a eu beaucoup de retard, parce que ayant eu les informations que nous avons eues, on aurait pu prépositionner 3 jours, une semaine à l'avance, des bateaux déjà sur place dans la mer, dans les endroits où l'ouragan n'allait pas passer, cher Christophe, pour que dès que l'ouragan passe, on passe derrière et on amène ce qu'il faut. Là, ça continue apparemment du côté de Cuba, qui va être un peu épargné parce que l'ouragan a baissé de puissance et a dévié de sens. Il y en a 2 autres qui arrivent. Oui, mais apparemment pour le moment, et les Antilles françaises n'ont pas été touchées. Oui. Puisque juste des inondations. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis dans ce cas, si vous voulez, nous avons eu quand il y a eu il y a quelques années le déferlement de la flotte dans le sud-ouest asiatique, une solidarité internationale. Là, je n'ai pas encore l'impression que ce sentiment de solidarité soit ancré. Peut-être qu'il commencera dans 3-4 jours, une fois que la ministre rentrera, une fois que la communication sera rétablie et une fois qu'on saura vraiment la taille des dégâts qui sont énormes. 95% d'une île française qui disparaît, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, plus d'administration, plus rien. Il n'y a pas d'hôpitaux. En plus, l'aéroport, le plus grand aéroport a été quasiment tout à fait, enfin totalement détruit. Voilà, donc les grands avions, les avions porteurs ne peuvent pas atterrir. Ça n'a pas été le cas du côté de l'aéroport de Saint-Martin, côté néerlandais, parce qu'il faut savoir, chers auditrices, chers auditeurs, que c'est une île qui est franco-néerlandaise de par l'histoire. Ouais. Ce sont des anciennes colonies qui aujourd'hui pour la France fait partie de la France et pour la Hollande ça fait partie de la Hollande, mais c'est quand même la bataille, j'allais dire, des impérialismes du XVIIIe siècle, puisque vous avez une petite île partagée en deux, une partie hollandaise de souveraineté et une partie française. Mais comme je l'ai dit au début, cher Christophe, pour moi le plus important, c'est les êtres humains. À la limite, un mort est toujours un mort de trop, mais le fait qu'il y ait pour le moment une dizaine de morts, c'est déjà un miracle en soi, hein, parce que quand on voit les images et quand on voit 360 km/h le vent. Oui, donc normalement, impressionnant. Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait une centaine de morts ou voire plus. Le fait qu'il y ait 10, c'est d'ailleurs le président de la République avait parlé d'un bilan terrible. Oui, en préalable. Au préalable, que ça arrive, parce que lui, il avait les informations confidentielles et qu'il voulait pas se faire piéger par une communication quelconque. Il voulait dire aux gens, nous allons tous souffrir. Et donc, effectivement, ce qui est arrivé derrière, on l'a vu. Donc, une grande pensée à nos compatriotes. Une grande pensée, évidemment. Et puis, aussi, on peut pas se réjouir, mais en tout cas se féliciter que Haïti a été quelque peu épargné, parce que là, ça aurait été le drame. Ça, c'est une bonne nouvelle. Total. Il n'y a plus rien de debout depuis 2009. Depuis 2009 à Haïti. Et ce qui est paradoxal dans la nature, j'allais dire la nature qui fait ce qu'elle veut, c'est que vous avez, du côté d'Haïti, vous avez la République dominicaine. Oui, absolument. Qui n'est jamais touchée ou presque. Ouais. Et qui est construite et qui tourne économiquement et tout ce que vous voulez. Et vous avez donc l'autre partie qui se comporte pas forcément bien avec les Haïtiens. J'ai pu le constater par moi. Tout à fait. Et donc d'un côté il y en a une qui marche très bien et il y a l'autre qui est systématiquement détruite. Grande pensée à eux. Effectivement. Alors, petite nouveauté aussi dans cette émission, le vendredi, donc Tarek Mami est avec nous, ça c'est pas une nouveauté, mais la nouveauté en soi, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez en tout cas, poser des questions à Tarek, éclaireur comme il est, éclairé, bien sûr, de l'actualité. Oui, mais c'est dans des échanges, voilà. Parce que moi j'apprends beaucoup de nos auditeurs, j'écoute toute la semaine, et je vois qu'il y a des superbes interventions, en tout cas des interrogations de réflexion, personne n'étant parfait, personne ne tournant à 100%. On peut être prétentieux et monter à 99, mais il y a toujours de la marge et donc je suis toujours heureux d'échanger avec nos auditeurs. En tout cas, si vous avez la moindre question à poser à Tarek Mami pour peut-être éclaircir certaines incompréhensions, ça peut arriver dans l'actualité ou autre d'ailleurs, vous nous appelez 01 40 33 9000, on vous prendra évidemment. Tarek, j'avais envie d'ouvrir cette séquence, j'allais dire rétrospective en quelque sorte, de la semaine, mais on va remonter un petit peu parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cet été. Voilà, si je vous dis l'Arabie Saoudite, parce que on peut s'apercevoir en regardant de plus près, vous savez qu'il y a eu cette grande crise avant que l'on parte en vacances avec le Qatar, oui. Et il semblerait que l'Arabie Saoudite soit le grand perdant de cette crise qu'elle a elle-même d'ailleurs déclenchée. Oui. Alors
Comment l'expliquer alors que, d'un premier abord, l'Arabie Saoudite est apparue comme le pays en force face au Qatar qui allait couper, ils ont coupé d'ailleurs tous les accès, etc. Ouais. Et finalement, le Qatar avait peut-être un peu plus d'alliés que l'Arabie Saoudite avait prévu. Alors en réalité, on va faire un peu à la fois de politique, de religion et de géostratégie. La politique qui est dans l'idéologie, depuis l'arrivée, en tout cas depuis la chute du Shah d'Iran en 79, depuis l'arrivée de Khomeini. Un 8 septembre d'ailleurs. Enfin, c'est le premier vendredi noir, on va dire, avant la révolution. Voilà. Alors on peut dire un mot, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs. Jusqu'à cette date-là, jusqu'à 79, l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était la même politique commune au soutien de la politique américaine. Ils étaient deux pions. Et jusqu'à cette date, et d'Israël, et clairement, franchement, et jusqu'à cette date-là, jamais cette notion de chiite et de sunnite n'a été brandie par l'Arabie Saoudite. Et donc, si historiquement on regarde cette date, c'est l'arrivée de Khomeini et sa formulation de quelques demandes qui vont enclencher une guerre qui dure à ce jour entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et l'Arabie Saoudite va prendre comme prétexte le fait que l'Iran est chiite et l'Arabie Saoudite et la majorité du monde musulman est sunnite. Et c'est comme si le 8 septembre de 1979, l'Arabie Saoudite a découvert d'un coup que l'Iran avec lequel elle collaborait et pour lequel elle payait en partie la fabrication de la première bombe islamique à l'époque, et c'est l'Arabie Saoudite qui payait pour l'Iran, a découvert que l'Iran est un pays chiite. Et donc c'est dans la trajectoire de cette guerre et de cette opposition où va se terminer en cul-de-sac, dans l'impasse, la politique de l'Arabie Saoudite, puisque son argument fondamental c'était les chiites méchants qui agressent les sunnites gentils. Ouais. Et donc l'Arabie Saoudite a fait plusieurs erreurs politiques et la dernière c'était d'attaquer le Qatar qui est un pays sunnite voire wahhabite à la version saoudienne complètement. Et donc là, tout d'un coup, le Qatar qui avait, lui, des relations financières et qui avait beaucoup de conseillers occidentaux, s'est rapproché à la fois de l'Iran et de la Turquie. Et dans la semaine même... Deux alliés forts. Non, mais deux alliés forts, mais surtout deux alliés, un chiite et un sunnite. Et donc, dans la semaine des 13 conditions envoyées par l'Arabie Saoudite, l'Iran dit à la demande du Qatar, je suis prêt à te donner tout ce qui te manque en alimentation, en eau, en livraison, donc en fait de casser ce qu'on peut appeler le blocus, et les Turcs pareil, pour des raisons complètement différentes, alors que les Turcs et les Iraniens ne s'entendent pas sur, par exemple, la situation de la Syrie ou de l'Irak et des Kurdes. Et donc, vous avez tout d'un coup, au bout de 2 mois de résistance du Qatar, l'argument porteur, chiite méchant, le Qatar le fait tomber dans son propre intérêt. Et donc, une majorité ou beaucoup, donc c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de musulmans, qui commencent à dire, attendez, s'il y a une guerre entre les sunnites et les chiites, donc entre l'Iran et l'Arabie, et vous avez un pays sunnite très fort, la Turquie, qui va venir aux côtés de ce pays qu'est le Qatar, qui est sunnite. Donc, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a des bons sunnites, de mauvais sunnites, et de mauvais chiites pour l'Arabie Saoudite? Et cette argumentation idéologique et politique s'est retournée aujourd'hui parce que vous avez beaucoup de pays sunnites qui, sans le dire, aujourd'hui sont en train de venir aux côtés du Qatar. Et donc l'argument que l'islam est coupé en deux entre les bons sunnites saoudiens et le mauvais est tombé. Et c'est la principale dimension de la victoire du Qatar, qui ne le fait pas pour le sunnisme ou pour le chiisme, qui le fait pour s'auto-préserver. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un mur idéologique qui commence à se fissurer, vous avez derrière toutes les incertitudes, toutes les questions. Et de ce point de vue, l'Arabie Saoudite est en train de perdre
Elle a perdu pour moi idéologiquement. Et il lui reste qu'une seule chose à faire, c'est éventuellement d'occuper par la force le Qatar, ce qu'aujourd'hui elle ne peut pas le faire. Elle aurait pu le faire dans les 3 jours de l'ultimatum. Aujourd'hui c'est trop tard. Et donc la défaite idéologique de l'Arabie Saoudite, c'est de dire je représente tous les sunnites, je suis le bon musulman, les autres c'est les méchants. Cet argument de fond est aujourd'hui en train de s'effondrer. Et sur la crise syrienne à présent, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite aussi a une part de, je vais pas dire responsabilité, quoique si, mais elle est engagée dans la crise syrienne, l'Arabie Saoudite. Elle est complètement désengagée depuis au moins la chute de Alep, et surtout depuis son début de crise au Qatar, puisqu'elle va utiliser l'Arabie Saoudite comme argument contre le Qatar, le fait que le Qatar serait le principal fournisseur du terrorisme dans le monde. Ça c'est marrant ça. Non mais voilà, de djihadisme. Donc forcément, il fallait pas que quelqu'un lui rejette la raquette de la balle de Tunis pour lui dire, mais toi, Arabie Saoudite, avec le Qatar, avait donc intervenu lors d'ailleurs de ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2011. Et surtout, vous aviez chacun de son côté, le Qatar d'un côté, l'Arabie de l'autre, financer des terroristes, envoyer des gens de chez vous, de l'Arabie Saoudite. Le Qatar n'a pas assez de population pour envoyer les hommes se battre, mais il a envoyé l'argent. Et surtout, vous avez financé et vous avez mis à disposition de ce qu'on appelait les rebelles à l'époque, parce que maintenant ils sont en train, il n'y a plus de rebelles aujourd'hui, il n'y a plus que les djihadistes et l'armée officielle syrienne et non pas l'armée de Bachar. Et donc vous avez cet argument, ce deuxième argument utilisé par l'Arabie Saoudite contre le Qatar, lui-même s'effondre aussi. Et donc l'Arabie Saoudite perd dans sa bataille idéologique sunnite-chiite et est en train de perdre sur sa bataille. Le Qatar est le principal fournisseur de terrorisme, puisque l'Arabie Saoudite s'est retirée et le Qatar forcément s'est retiré pour pouvoir avoir des meilleurs rapports, cher Christophe, avec l'Iran, puisqu'il ne peut pas demander le soutien de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, y compris en approvisionnement alimentaire, et continuer à financer les terroristes contre lesquels l'Iran se bat sur le terrain. Et comme, pour terminer, le Qatar a par ailleurs demandé des aides aussi de la Russie. La Russie étant le principal résistant, pour faire simple, en tout cas en termes d'aviation et d'armement en Syrie. Donc là, aujourd'hui, vous avez un patchwork politique où vous avez la Turquie qui est avec le Qatar et avec l'Iran solidaire, et la Turquie qui est contre l'Iran, tout ça en Syrie. Et la Turquie qui essaie d'avoir des rapports corrects avec Poutine et avec la Russie, qui, elle, la Russie, fait la guerre aujourd'hui, notamment à Deir ez-Zor. Et c'est une très bonne nouvelle pour la population de Deir ez-Zor, puisque Deir ez-Zor était encerclé, en tout cas il y avait 2 enclaves. Une a été complètement brisée, c'est celle de ce qu'on appelle la brigade 137, une brigade de 7000 hommes, Christophe, qui a résisté pendant 3 ans. Et Daesh n'a pas pu rentrer dans cette zone de la brigade. Et pour l'histoire, pour ceux qui aiment les chiffres et que, comme nous donnons les éphémérides et les choses, la dernière ville qui a résisté énormément, Christophe, c'était Leningrad contre les nazis en 1943. Elle a tenu 400 jours avant d'être libérée. Deir ez-Zor, elle, a tenu 1000 jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la ville dans l'histoire, au moins depuis le XVIIIe siècle, qui a le plus résisté à un ennemi en étant encerclé. Et là, qu'on soit pour Bachar ou contre Bachar, et pour les uns et contre les autres, l'État syrien a donné à manger, Christophe, pendant 3 ans, à plus de 100 000 personnes, uniquement en jetant des vivres et des médicaments et ce qu'il faut pour vivre au quotidien à ces 100 000 habitants repartis donc entre l'aéroport de Deir ez-Zor qui est toujours encerclé et qui n'a pas encore été complètement libéré par l'armée syrienne et l'autre enclave qui s'appelle la brigade 137. Et vous avez donc aujourd'hui des leçons de l'histoire où on peut penser ce qu'on veut de Bachar, dictateur, pas dictateur, on ne va pas refaire l'histoire, mais quand vous avez 2 enclaves dans lesquelles, en gros, il y a 100 000 personnes civiles et que les 100 000 personnes ne se soulèvent pas à l'intérieur de ces enclaves pour permettre à Daesh à rentrer, en fait, ce sont les citoyens qui gagnent les guerres, qui gagnent les batailles idéologiques et pas nécessairement les armes. Des questions à poser, 01 40 33 9000. Est-ce que dans le conflit syrien, on peut parler d'une victoire de l'axe russe, Iran, Hezbollah? On peut dire que la victoire stratégique est réalisée.
Mais une victoire stratégique ne signifie jamais, cher Christophe, la fin de la guerre. C'est-à-dire que là, nous avions le docteur, je ne sais pas s'il m'écoute, on le salue. Tout le monde a prévu en gros 10 ans de guerre. Là, on est à 6 ans de guerre. Au mois de mars, on sera à 7 ans de guerre. Donc la guerre s'arrêtera probablement au bout de 10 ans, mais il y aura encore 2 ans d'escarmouches, d'attentats, d'assassinats. Mais nous sommes à la tournure de la guerre, de la victoire stratégique. D'ailleurs, un grand discours a été fait par le président Bachar al-Assad le 20 août. J'ai lu le texte. J'ai écouté la vidéo qui dure 57 minutes. Je n'ai pas vu un mot dans la presse française ou les médias français. Or, c'est ce grand discours du 20 août de Bachar al-Assad qui a fait que Benyamin Netanyahou se rende chez Poutine le 23 pour lui demander aux Iraniens de quitter, parce que aujourd'hui, si vous voulez qu'on faut continuer à faire, cher Christophe, un peu de géostratégie, avant la chute de de Saddam, et donc de l'invasion de l'Irak, entre Israël et l'Iran, il y avait 3 frontières. Il y avait la frontière donc entre la Syrie et Israël, la frontière entre la Syrie et l'Irak, la frontière entre l'Irak et l'Iran. Et Saddam était l'un des plus grands farouches opposants et ennemis de l'Iran. Et Israël, en ayant joué avec les États-Unis la chute de Saddam, a fait tomber en définitive cette première frontière. Et donc l'Iran, l'Irak, en termes de géographie terrestre, c'est devenu la même chose, parce qu'ils sont partenaires. En plus, en jouant le jeu contre Saddam, contre Bachar, les Iraniens, à travers la terre irakienne, arrivent jusqu'en Syrie, ils se battent en Syrie. Et aujourd'hui, vous avez les Iraniens qui sont à la frontière d'Israël, que ce soit du côté du Golan ou dans d'autres endroits. Et donc demain, si Israël va attaquer l'Iran comme elle a toujours voulu le faire, elle va se retrouver avec un ennemi qui va tirer de la première frontière et non pas de la troisième. Et donc ça, ce sont toutes les erreurs stratégiques qui ont été commises par l'Occident, c'est-à-dire principalement les États-Unis et l'Europe en général dans la France de Sarkozy, la France de Hollande, aujourd'hui un peu moins de la France de Macron qui hésite, qui ne sait plus où est-ce qu'il dort, comme disent les jeunes. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez 2 perdants. 3 perdants si on veut. Vous avez les États-Unis, principal perdant, Israël le deuxième et l'Arabie Saoudite. Et vous avez donc la victoire stratégique entre l'Iran, Hezbollah, la Syrie et la Russie. Et aujourd'hui, la Russie a un droit d'existence dans les territoires palestiniens, dans les territoires syriens, pour des années, voire pour des décennies. Et donc voilà un petit peu comment l'histoire se retourne. Et à ce titre, je rappelle aux auditeurs de France Maghreb 2 que d'abord moi et plein de copains, on lit souvent Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui est donc à la fois un sociologue et un homme politique, qui a vécu en gros jusqu'en 1495, qui est d'origine tunisienne, mais qui a vécu en Algérie, qui a vécu au Moyen-Orient. Et Ibn Khaldoun a une théorie de l'histoire qui s'appelle la théorie des cycles, des nations et des empires. Et il dit que les nations, les puissances, en tout cas, et les États, sont comme les êtres humains, ils naissent, ils grandissent, ils doivent très fort, ils s'affaiblissent, ils meurent. 2 mots rapides, Tarek. Nous sommes donc dans cette situation d'Ibn Khaldoun, et je rappelle que le fondateur de Facebook a comme livre de chevet Ibn Khaldoun, dont il lit quelques pages tous les soirs. Très bien, ça c'est bon à savoir. Ouais. 2 petits mots avant de passer au zapping et au sujet suivant. Sur la stratégie américaine, on parlait de la Syrie. Est-ce que Donald Trump a été finalement dans la suite de la politique de Barack Obama ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on fait encore une fois de l'analyse politique, les présidents en place ont une marge de manœuvre assez limitée par rapport au lobby et par rapport aux structures des administrations et des hommes d'affaires. Ouais. Et donc, Trump est venu officiellement pour faire le contraire de Barack Obama. Et il a même tiré sur l'armée syrienne, il a gesticulé, mais en définitive, il a fait 3 choses que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas parce qu'on ne les lit pas, encore une fois, dans la presse mainstream. La première, c'est qu'il a essayé une première fois autour de Deir ez-Zor, et vous
prenez la carte de la Syrie et vous avez à côté de Deir ez-Zor, vous avez une montagne qui s'appelle Trada et à un certain moment, l'armée syrienne encerclée a essayé d'avancer pour aller prendre la partie occupée par Daesh. Et que font les Américains? Les Américains bombardent l'endroit où il y avait l'armée syrienne qui attaquait. Après, en disant qu'il s'est trompé et tout ça, en pensant qu'en bombardant l'armée syrienne, Daesh allait pouvoir rentrer et occuper l'aéroport et donc la ville de Deir ez-Zor pour la partie qui lui manque. Et après, donc, il faisait cela à partir d'une ville qui s'appelle Tanef, sur la frontière de la Jordanie, de la Syrie et de l'Irak. Et à un certain moment, l'armée syrienne a continué à avancer. Et ce que fait Monsieur Trump, c'est qu'il retire tout le soutien qu'il avait dans cette ville de Tanef. Et ça permet à l'armée syrienne aujourd'hui d'aller à Deir ez-Zor. Première. La deuxième, c'est qu'il est venu sortir son argument en bombe chimique et tout ce qu'on sait, et en réalité, il a reconnu, même s'il l'a dit discrètement aux diplomates russes, qu'aujourd'hui, la Syrie est un territoire russe et ne peut plus être un territoire américain. La troisième chose, c'est qu'il y a une opération aéroportée vers le 17 août, dans laquelle l'armée américaine s'est infiltrée du côté de Deir ez-Zor pour faire sortir, pour sauver une vingtaine de grands dirigeants de Daesh et leur famille. Vous ne lirez pas cette information partout, mais elle existe. Et surtout, il a passé un pacte avec la Jordanie, la Russie et lui-même pour que les Jordaniens bloquent dorénavant tout passage de djihadistes de la Jordanie vers la Syrie. Donc il a perdu lui aussi la bataille, mais bon, il pense se rattraper au Donbass et du côté de l'Ukraine, mais ça c'est une autre histoire. En un mot et très rapide, le Yémen, on n'en parle quasiment plus, pourtant les bombardements se poursuivent. Oui, c'est un drame, c'est toujours la même théorie de l'Arabie Saoudite, les chiites yéménites. Les Yéménites, ils sont chez eux. Ils peuvent être sunnites, ils peuvent être chiites, ils peuvent être athées, ils peuvent demain devenir chrétiens. En quoi ça gêne l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite ne peut pas, ni hier ni aucun pays d'ailleurs, chercher ses voisins. C'est comme tout d'un coup, je ne sais pas moi, en France, on commençait à regarder pour dire on ne peut plus travailler avec les Suisses parce qu'ils sont pas catholiques, on peut pas travailler avec les Allemands parce qu'ils sont pas catholiques et ils sont plutôt dans la réforme et qui sont protestants. Donc c'est des logiques qui marchent pas. On ne choisit jamais ses voisins. D'ailleurs, la France et l'Angleterre, la France et les États et l'Allemagne ont eu 3 grosses guerres, 1870, 1914, 1939, et après ils ont tiré la conséquence que tu peux pas choisir ton voisin, comme je dirais, tu peux pas choisir ton frère ou ta sœur ou ta mère ou ton père, et donc faut faire avec. Bon, eh bien on a fait un petit peu le tour de cette région, en tout cas de ce qui s'y est passé au cours de cet été. On va rester assez loin aussi et pour parler d'un autre drame. Et celui-ci, il est là, présent devant nous. Et sous un silence une nouvelle fois international, pour reprendre Eric Nolot, que vous connaissez tous, qui dit à partir du moment où c'est du musulman, tout le monde s'en fout. On a l'impression malheureusement qu'il a raison. Je l'ai copié ou il m'a copié. Bon, en tous les cas, il l'a dit sur Arte dans 28 minutes cette semaine, et j'avoue que sa phrase résonne aujourd'hui sur ce qui se passe, sur le sort qui est réservé aux Rohingyas. Et j'allais dire, au-delà d'un silence international, c'est même un silence et un aveuglement complet des musulmans. Et ça, c'est le plus triste. Tout de suite, on en reparle. Avant, évidemment, il y aura le zapping. Et je rappelle que dans une petite demi-heure, on vous offre la dernière paire de lunettes Ray-Ban pour que vous puissiez justement... Est-ce que toutes les paires ont été gagnées cette semaine? Évidemment. Et tout le monde est... 2 garçons, 2 filles. Alors, et ça veut dire que vos questions étaient faciles, oui, ou que les auditeurs ont de la culture puisqu'ils ont pu y répondre. Exactement. Ça doit être la deuxième. À tout de suite pour la suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum LGF jusque 18h sur France Maghreb 2 ce vendredi avec Tarek Mami, avec qui évidemment on va essayer de faire chaque vendredi une petite rétrospective de la grosse actualité, des grosses actualités de la semaine, essayer de décortiquer un petit peu tout ce que l'on peut entendre, faire un petit peu le tri et puis essayer d'analyser tant bien que mal avec vous chers amis auditeurs, avec vos questions bien sûr si vous en avez. 01 40 33 9000 avec eh bien le quiz du LGF tout à l'heure à 17h30 à vous offrir donc cette dernière paire de lunettes offertes par Entrevue Optique à l'état gagné. Donc tout à l'heure il suffira de nous appeler et d'être donc les premiers. On en prendra 2 et il y aura un petit match entre 2 auditeurs comme la règle vous la connaissez évidemment. On va passer maintenant si vous le voulez bien à notre zapping
zapping qui va commencer, nous emmener à Athènes, mon cher ami Tarek, ami auditeur, auditrice, puisque depuis Athènes, Macron lance un appel, celui de refonder l'Europe. Écoutez plutôt. Et l'autre choix, celui que je veux vous proposer ce soir, c'est celui de la refonder. Parce que notre génération peut choisir de refonder l'Europe aujourd'hui, maintenant, par une critique radicale, car nous avons tort de laisser la critique de l'Europe à ceux qui la détestent. Ceux qui aiment l'Europe doivent pouvoir la critiquer, pour la refaire, pour la corriger, pour l'améliorer, pour la refonder. Mais avec cette même énergie, cette même envie, pas celle des chiffres, pas celle de la technique, pas celle de la bureaucratie, non. Je me bats pour que nous puissions réviser la directive des travailleurs détachés. Je me bats contre cette Europe qui a fini par produire des règles absurdes, où nos peuples ne parviennent même plus à comprendre les sociétés dans lesquelles nous voulons les faire vivre. Cela passera d'abord par une autre méthode pour refonder l'Europe. Voilà pourquoi je souhaite que cette feuille de route que je veux proposer à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, cette feuille de route pour construire l'avenir de notre Europe sur les 10 années qui viennent. Je ne propose pas que ce soit un traité négocié en catimini, que ce soit un texte discuté derrière des portes, dans une salle obscure, à Paris, Bruxelles ou Berlin. Non, je propose que nous essayions une méthode nouvelle, que d'ici la fin de l'année, nous puissions construire les grands principes de la démarche, ce vers où nous voulons emmener notre Europe, de définir nos objectifs de manière claire, et que nous puissions, à partir du début de l'année prochaine, les soumettre aux peuples européens, que partout où les dirigeants choisiront de suivre cette voie, et je le souhaite avec ardeur, dans chacun des États membres, nous puissions pendant 6 mois organiser des consultations, des conventions démocratiques, qui seront le temps durant lesquels, partout, dans nos pays, nos peuples discuteront de l'Europe dont ils veulent. Enfin. Voilà, Emmanuel Macron qui lance cette idée de refonder l'Europe depuis Athènes. C'est un bel acteur, hein, Emmanuel Macron. Alors, moi je l'ai toujours appelé le magicien et j'ai toujours dit qu'on verra quand le magicien, ses tours ne prennent plus. Alors je comprends ce qu'il dit. Et je suis à la fois d'accord et en désaccord avec ce qu'il vient de faire. C'est bien de faire ce discours à Athènes, qui est donc, j'allais dire, le centre de la démocratie européenne et mondiale en termes d'histoire. Donc c'est bien d'aller parler. Mais de l'autre côté, ça donne toujours l'impression d'être un donneur de leçons ailleurs que chez soi. Donc que ce discours se tienne à mon sens à Bruxelles, qui est la maison commune de tous les Européens, ça a plus de sens. Que ça se tienne à partir de Paris, que ça devient sa lettre leitmotiv pour aller la plaider partout aussi. Et donc je suis mal à l'aise du fait qu'on aille en Grèce, à Athènes, faire ce genre de discours. Il y a eu une altercation apparemment qui est passée plus ou moins inaperçue en plein été. Avec la Pologne? Non, avec la Pologne, voilà. Au sujet des travailleurs détachés. Voilà, donc on va pas expliquer aux gens qu'ils ont tort et que la Pologne mérite mieux. J'allais dire, c'est quand même pas un Français qui sait que ce que le Polonais valent mieux. Bon, donc c'est ce côté-là, c'est du magicien de Macron, du président Macron, qui deux fois réussit et deux fois ne réussit pas. Et donc, j'allais dire, pour moi, la forme des fois devient plus importante que le fond, parce que le fond, c'est vrai. La seule phrase où il a raison, c'est que quand on veut changer quelque chose, mieux vaut la critiquer soi-même que laisser les ennemis de cette chose la critiquer, parce que ça a plus de sens quand on fait une autocritique et qu'on dit on a eu tort sur tel ou tel problème, que de laisser ceux qui sont contre cette solution d'y aller. Donc voilà. Alors petite info, Macron, vous savez, s'est déplacé en Algérie, a été aussi au Maroc, et il devrait, d'après des informations qui circulent, se rendre bientôt à Tunis. Dans son programme de l'Élysée, de toute façon, moi je suis accrédité aux côtés de la présidence et avec le président Macron. Je recevrai l'information et je partirai probablement à Tunis avec lui. Mais de toute façon, le voyage du Maroc n'est pas considéré comme un voyage officiel. C'était un voyage à titre privé.
Et donc, je pense qu'il repartirait en Algérie. Il n'a pas été en qualité de président. Donc, on peut dire que le Maghreb est encore un terrain vierge pour les visites officielles du président Macron. Il devrait faire une Algérie, il était en tant que président. C'était le premier pays où il a été Où ça en Algérie. Vous y avez été même avec lui? Non, mais il n'était pas président, il était candidat. Ah bon, bah on va revoir nos fiches pour le coup. Non, pour moi c'était avant qu'il soit président. Mais d'ailleurs, on a reproché, beaucoup de la presse algérienne a reproché à Monsieur Macron d'avoir fait son premier voyage officiel au Maroc, contrairement aux usages. Donc non, pour moi, il n'a pas été officiellement au Maroc, il a été candidat, et donc il devrait faire les 3 pays en qualité de président et en visite officielle. Bon, dans le zapping aussi. Un petit mot juste, puisque vous parlez de la Tunisie, vous savez qu'il y a eu un changement de gouvernement en Tunisie il y a 2 jours. On reviendra une autre fois pour voir qui reste, qui est parti, mais les principaux sont restés. Brexit, un document confidentiel fuite dans la presse britannique qui inquiète les immigrés. Écoutez plutôt. C'est un document qui devait rester confidentiel, mais il a fuité dans un grand quotidien britannique et révèle les plans du gouvernement. Dès le Brexit achevé en mars 2019, le Royaume-Uni va restreindre l'immigration. Les Européens, comme les Français, dont les diplômes seront jugés hautement qualifiés, bénéficieront d'un visa de travail de 5 ans. Ceux peu qualifiés n'auront un visa que de 2 ans. Dévoilée, Theresa May a été forcée de confirmer son plan au Parlement. Ce que nos concitoyens veulent voir, c'est le contrôle de l'immigration. C'est bien ce qu'ils attendent de notre sortie de l'Union européenne. Mais les milieux économiques, et notamment le patronat, ont qualifié de catastrophique ce projet. Dans de nombreux secteurs, le recours aux travailleurs européens est essentiel, comme pour cette agricultrice anglaise. Sans les travailleurs européens, on serait fini quasiment du jour au lendemain, comme beaucoup d'autres industries. Les services publics seront aussi fortement impactés. Est-ce que c'est le prêt à payer du Brexit finalement? C'est des conséquences. Je veux dire, à partir du moment où la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe, il faut qu'elle gère ses propres préoccupations. Et j'allais dire, et elle fait ce qu'elle a à faire, puisqu'elle n'a plus l'obligation de recevoir tous les citoyens européens. Elle fait ce que la France fait avec les Africains. La France, qu'est-ce qu'elle fait avec les Africains? Quand quelqu'un est diplômé, est avocat et médecin et qu'il demande un visa, d'ailleurs même de tourisme, on lui donne. Et quand quelqu'un est chômeur, donc on lui donne pas le visa. Donc c'est un comportement, j'allais dire, capitaliste de base. C'est pas un scandale pour moi. Et quand on est européen et que on n'a pas de diplôme, on a un diplôme de bac plus 2, on n'a pas sa place en Angleterre. Il reste 26 pays européens. On peut se déplacer ailleurs. Effectivement, autant pour moi, vous avez totalement raison. Il s'est déplacé effectivement lors de sa campagne. Il était candidat et en tant que président, il n'a été qu'au Maroc, mais pas pour un voyage officiel. C'était pour un dîner du Ramadan et j'y étais, cher Christophe. Alors, autre chose dans ce zapping, dans la rubrique coup de gueule, voici Pierre Ménès, que vous connaissez, qui s'en prend à la malbouffe dans les écoles et dans les hôpitaux. Tiens, il n'est plus journaliste de football et de comique, lui? Écoutez plutôt son coup de gueule. Vous savez qu'il a été à l'hôpital, il a été sérieusement malade d'ailleurs, pendant 25 jours à l'hôpital. Donc il parle de la malbouffe dans les hôpitaux et dans les cantines scolaires. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement, il est revenu. Mais bon, j'écoute. On écoute. Alors hier soir, j'ai regardé SOS Cantine. Ah oui. J'ai trouvé ça très très bien d'ailleurs. Oui. Sauf que j'ai été scandalisé par ce que j'ai vu et la merde qu'on donne à bouffer à nos enfants et aux personnes âgées dans les cantines. Et j'irai même plus loin dans les hôpitaux, puisque 2 personnes en France qui savent pas que j'ai été hospitalisé pendant 25 jours. Et il faut savoir que pendant 25 jours, je n'ai pas mangé. Je me suis uniquement nourri de boissons protéinées parce que ce qui était servi était proprement imbouffable. Alors que ça doive coûter que 1,48 €, alors qu'à l'arrivée ça coûte 11 €, on n'en a rien à carrer. Il faut que nos gosses, ils mangent des repas équilibrés, parce que si évidemment on leur file des légumes bouillis, plein de flotte, et les gosses ils aiment pas les légumes. Non. Et ça fait des obèses, parce qu'ils vont bouffer au McDo. Et voilà. Et voilà. Et puis il en connaît quelque chose. Voilà. C'était dans TPMP. Ouais. D'ailleurs, on peut quand même s'étonner du casting de TPMP quand on voit Rachid Arabe. On se dit finalement là, on a perdu tout le monde là pour le coup. Rachid Arabe chez Cyril Hanouna. Bon, allez comprendre. Pour finir ce zapping, un journaliste qui a fait ses adieux hier soir, Tarek, sur France 3, son dernier journal, qui présentait tout le sport. Henri Sagnier après 50 ans de carrière. Monsieur Sagnier, Sagnier s'en va.
voudrais dire un grand merci au nom de tous ces jeunes dont j'ai fait partie, à qui tu as donné la vocation. Et je pense franchement que le plateau ici, il serait pas assez grand pour les accueillir tous. C'est trop gentil. Voilà, d'un mot. Voilà, c'était mon dernier journal. Hein. Je souhaitais qu'il soit festif, hein, parce que c'est dans mon tempérament. Je voulais vous dire simplement que depuis 50 ans, moi je vis un rêve de gosse, tout simplement. À 7 ans, j'ai dit à mon instituteur que je voulais devenir journaliste pour commenter le Tour de France. Le rêve est devenu réalité. Et en prime, j'ai fait le 19-20, le soir 3, le 13h, le 20h et une kyrielle de magazines. Merci au service public qui m'a permis de travailler librement et en toute sérénité. Merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accompagné dans ces aventures, notamment ma garde rapprochée avec, je vais en oublier, Annie-Hélène, Simone, Claire, Jean-Philippe, Aron, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Ils sont tous autour de moi ce soir. Merci à vous aussi de l'autre côté de l'écran. Vous allez beaucoup me manquer, hein. Là c'est le cœur qui parle. À lundi, et dès lundi c'est Thomas Touroud et Céline Géraud qui prendront le relais. Faites-leur confiance, ce sont des grands professionnels. Merci de votre fidélité, c'est encore un de mes poncifs. Au revoir et merci, ciao. Ciao l'artiste. Oui, ciao l'artiste, mais s'il a 50 ans, quel âge il a? À quel âge il a commencé à travailler à France 3? Donc il doit tourner, je ne sais pas s'il a commencé à 20 ans. Plus de 70, hein. Un peu plus. Oui, même un peu plus. Un peu plus, donc c'est plutôt 80. Ça nous amène à une pensée à Pierre Berger avec toutes ses qualités, ses défauts. Qui est décédé ce matin. Voilà, qui est décédé ce matin. Et puis j'en profite pour saluer deux personnes au moins. Notre ami Fauzi, qui fait donc l'émission chez nous. Qui est bel et bien vivant. Hein. Il est super vivant. Et puis donc je le salue puisque j'ai eu quelques échanges avec lui, y compris par des boutades, mais ça restera entre nous. Et puis le chauffeur de taxi qui m'a ramené de l'aéroport quand je suis rentré de mes vacances, et quand je suis monté c'était je sais pas, en tout cas c'était la nuit, spontanément je monte et j'écoute France Maghreb 2 dans le taxi de ce chauffeur, et donc forcément on a parlé de France Maghreb 2 et il m'a dit c'est la radio qu'il écoute tous les soirs, il commence vers 18h et jusqu'à la fermeture, jusqu'à la fin de son service, c'est France Maghreb 2 dans sa voiture qui se promène à Paris. Donc salutations à Fauzi et salutations à ce chauffeur de taxi. Bon, le zapping étant terminé, maintenant nous allons passer à notre deuxième sujet, et pas des moindres. On en a évidemment parlé, notamment mercredi avec le collectif AMEB, différentes associations ONG qui appellent aussi à des mobilisations, des manifestations. Normalement, il y en a une actuellement à 16h devant donc l'ambassade de Birmanie à Paris. Exact, il y en aura une autre demain, une autre la semaine prochaine. Il y en a beaucoup en tout cas. Il suffit de se rapprocher des différents collectifs en question. La Birmanie, Tarek, vous en avez écrit un petit papier parce que la situation est des plus dramatiques. Les chiffres sont terribles. On parle de plusieurs milliers de déplacés, plusieurs milliers qui fuient ces violences. On parle, en Birmanie. Christophe, je rentrerai pas dans les détails des chiffres, des atrocités, des discriminations et tout, puisque vous en avez parlé toute la semaine et que nous en aurons encore à en parler. Moi, je prends plutôt l'autre angle de la démocratie et des droits de l'homme à géométrie variable. Eh bien, on vous écoute, Tarek, sur justement la Birmanie et sur le sort qui est fait en ce moment du côté des Rohingyas. Alors, bonjour. Birmanie, la dame de Rangoon, Aung San Suu et le Rohingya. Monsieur Kamal Kaptan, recteur de la grande mosquée de Lyon, et monsieur Azdin Kassi, recteur de la mosquée Othman de Villeurbanne en banlieue lyonnaise, ont pris une initiative louable à saluer, et surtout à la saluer en l'absence d'une initiative nationale du CFCM sur cette question de la Birmanie et des musulmans birmans. Monsieur Kaptan et monsieur Kassi ont appelé tous les imams de France à consacrer leur prêche de ce vendredi à la situation dramatique faite de discrimination, d'expulsion massive et collective et d'assassinat de musulmans de Birmanie, le Rohingya, qui représente, je le précise pour les auditeurs de France Maghreb 2, près de 10% de la population. Je répète, 10% de la population. Bravo donc à M. Kaptan et Kassi pour cette belle initiative. Mais il y a lieu ici de parler au plus de la lâcheté de Aung San Suu Kyi et au moins de sa mauvaise foi. Cette dame
prix Nobel de la paix, démocrate et défenseur de droits de l'homme, mais droits de l'homme à géométrie variable, parce qu'elle a défendu pendant des années et a été même en prison pour défendre les Birmans, mais excusez, pas tous les Birmans et pas les musulmans de Birmanie. Mais nous, ici à France Maghreb 2, nous avons l'habitude de ce genre de démocrates et de défenseurs des droits de l'homme, avec BHL & Co au passage, comme c'est le cas pour les Palestiniens, et en ce moment le cas donc de Salah Hamouri, citoyen français, emprisonné illégalement et sans motif ni justificatif de culpabilité, et dont on n'a pas entendu à ce jour son nom dans la bouche de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, ni d'ailleurs dans la bouche de son prédécesseur François Hollande. Faut-il rappeler ici que le président Emmanuel Macron a pris fait et cause, et c'est une bonne chose, pour l'autre citoyen français qui est donc arrêté illégalement et régulièrement en Turquie, le journaliste photographe. Toujours, donc, 2 poids 2 mesures, comme il s'agit ici de citoyens français de culture musulmane, et dans le cas de la Birmanie, des citoyens musulmans. Les musulmans, pestiférés donc du monde et de l'Occident. C'est pas la peine que je vous rappelle encore une fois la décision du président Trump d'interdire certains musulmans d'accéder aux États-Unis. Toujours les musulmans. Faut-il encore rappeler ici que la dame de Rangoon, en gardant d'abord le silence sur les exactions et assassinats subis par ses compatriotes musulmans, et en dénonçant surtout ensuite les condamnations de ces exactions par l'opinion internationale, elle agit comme elle l'a toujours fait, ce que beaucoup ne savent pas, et comme l'écrit son biographe qui rapporte qu'en 2013, la dame de Rangoon a piqué une crise dans les studios de la BBC de Londres en découvrant que la journaliste qui l'a interviewée était musulmane. Et elle a surtout osé lui poser une question sur le sort de ses compatriotes musulmans, les Rohingyas. La dame de Rangoon avait déclaré dans les studios: personne ne m'a prévenu, personne ne m'a dit que j'allais être interviewé par une musulmane. Cette scène s'est déroulée en octobre 2013. Elle est rapportée par Peter Popham, auteur d'une récente biographie de cette dame donc de Rangoon. Le titre du livre: La dame, les généraux, Aung San Suu Kyi et la lutte de la Birmanie pour la liberté. Aujourd'hui, des milliers de personnes signent des pétitions contre donc la dame de Rangoon, et surtout plusieurs personnes, dont la plus jeune prix Nobel de la paix, Malala Yousaf, réclament au comité Nobel qu'on lui retire ce prix Nobel pour n'avoir ni défendu ses compatriotes musulmans, ni dénoncé les discriminations et les assassinats qui les frappent, alors même qu'elle dirige aujourd'hui la Birmanie. Tarek, 2 questions. Il y a ce silence de la communauté internationale, on y est quelque peu habitué, mais ce qui est un peu plus gênant, c'est le silence des pays musulmans. Première question, Christophe. Oui, première question. Est-ce que les auditeurs de France Maghreb 2, et par extension, est-ce que les Saoudiens savent si ces musulmans sont sunnites ou chiites, et est-ce qu'ils les rentrent dans ces cases de lutte entre sunnites et chiites? Alors pour moi personnellement, je sais même pas, et à la limite ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Pour moi, je connais la réponse, donc je la donnerai pas. Il faut que chacun de nos auditeurs aille chercher aussi quelquefois les réponses. Mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, quand il n'y a pas d'enjeu économique pour les grandes puissances, les musulmans birmans ne pèsent rien, même s'ils représentent 10% de la population. Il y a juste la Malaisie, y compris par proximité, j'allais dire peut-être ethnique et surtout géographique, et le Bangladesh qui est dans une... Et la Turquie aussi. Non, mais la Turquie, c'est une utilisation politique. Il peut toujours fanfaronner. J'allais dire, ça fait des dizaines d'années que cette situation existe, et aujourd'hui, le président Erdogan cherche à apparaître comme la contrepartie ou comme celui qui s'oppose ou qui fait mieux que l'Arabie Saoudite. Donc c'est dans la guerre Arabie Saoudite et Turquie. Donc je préfère parler de tous les autres musulmans. Par exemple, il n'y a pas eu de convocation urgente de ce qu'on appelle
l'équivalent de la Ligue des États arabes, il y a la conférence islamique qui représente les 70 pays musulmans. Il n'y a pas eu d'urgence ni de convocation. Or, celle-là ne fonctionne que quand l'Arabie Saoudite appuie sur un bouton. Si demain, les musulmans birmans venaient à sortir un communiqué de presse pour soutenir l'Arabie Saoudite contre le Qatar et contre l'Iran, vous verrez que dans les 48 heures, tout d'un coup, les Saoudiens vont se rappeler qu'il y a des discriminés musulmans dans cette partie du monde. Malheureusement, les peuples, au-delà de leur religion, subissent selon l'histoire et selon les endroits où ils sont. Et aujourd'hui, donc, ce sont les musulmans birmans qui payent ce prix. Et je suis toujours contre, moi, Christophe, que ce soit les musulmans qui défendent les musulmans, les Arabes qui défendent les Palestiniens. Vous connaissez ma position, vous, les auditeurs et tout le monde. Et donc, moi, je préfère un soutien international avec des musulmans, mais surtout avec de non-musulmans. Ça justifie que la solidarité internationale avec les Palestiniens et avec les Birmans ne se fait pas sur une base religieuse ou ethnique, mais sur une base de solidarité internationale et de respect des droits de l'homme, non pas de droits de l'homme à géométrie variable, comme je viens de le dire, mais de droits de l'homme là où les hommes sont. Alors, tiens, j'ai une petite info qui vous savez, sur tweet, on voit beaucoup de tweets, etc. Et il y a une sénatrice qui m'a quelque peu interpellé, qui s'appelle, je crois, alors je ne me rappelle plus son prénom, mais Madame Cohen, qui a écrit au président de la République, c'est ce qu'elle dit, Emmanuel Macron, pour demander la libération de Salah Hamouri. Elle s'appelle Cohen. Voilà. On a compris. Non, mais on n'a pas compris, Christophe. Elle s'appelle Cohen. Donc, elle est censée être de culture juive, pour ne pas dire de confession. Voilà. Et c'est ces gens qu'il faut toujours à la fois connaître, reconnaître et remercier, parce qu'ils n'agissent pas sur des bases ethniques ou sur des bases religieuses. Et donc, je salue cette Madame Cohen. J'ai recherché ses coordonnées sur le tweet ou au Sénat, parce que les hommes justes et les femmes justes doivent être salués par tous, et il ne faut surtout pas soutenir les gens parce qu'on appartient à la même famille, à la même religion, mais il faut soutenir les gens qui sont en souffrance. Exact. Et bravo à cette dame. Voilà. Que voulais-je dire aussi, vous considérez que la Turquie aujourd'hui, en ce qui concerne les Rohingyas, fait de la politique? C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Donc, comme elle est en opposition avec la Chine, pas avec la Chine, avec l'Iran politiquement, mais elle trouve des solutions. Elle est en position, donc, aujourd'hui, je vais peut-être dire un mot qui va faire sursauter quelques-uns. Erdogan, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans ont des comptes à régler avec l'Arabie Saoudite, comme l'Arabie Saoudite a des comptes à régler avec les frères musulmans. Ouais. Donc, comme l'Arabie Saoudite n'est pas montée au créneau sur cette question, eh ben, Monsieur Erdogan récupère la chose. À ce propos, si on travaille bien, vous et moi, cher Christophe, nous réserverons une partie de l'émission de vendredi prochain, si Dieu ne prête vie, à une question cruciale en Tunisie aujourd'hui, il y a une question cruciale dans la culture musulmane et dans la religion musulmane dont on n'a pas beaucoup entendu parler en Occident et d'ailleurs en Tunisie un tout petit peu. C'est le discours du président Bézir Qaïd Essebsi le 13 août dernier, dans lequel il déclare qu'il faut maintenant réfléchir sur la question de l'héritage en islam pour attribuer à égalité l'héritage entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. Et c'est le dernier point qui est resté en Tunisie en rapport avec la religion qui n'avait pas été tranché, puisque la polygamie a été tranchée, et puisque le mariage avec des non-musulmans il y a quelques années avec des conditions, et aujourd'hui le président il a dit deux choses très intéressante d'un point de vue intellectuel de réflexion et de réforme de l'islam. La première, donc, c'est que l'héritage devra être en Tunisie distribué à égalité entre les garçons et les filles, et que les musulmans, et que les Tunisiennes, sans dire le mot musulman, ont le droit d'épouser l'homme de leur vie qu'elles choisissent, au-delà du fait qu'ils soient musulmans ou pas. On en parlera longuement la semaine prochaine parce que c'est un sujet qui va faire beaucoup de débats une fois qu'on le mettra sur la table. Dans un instant, messieurs dames, on joue au quiz du LGF 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour jouer avec nous et gagner donc cette paire de lunettes Ray-Ban. À vous de nous appeler maintenant. On va parler de El Ghirab, un petit peu de cette affaire bien sûr qui n'en finit pas d'empoisonner l'Assemblée nationale et la communauté maghrébine, parce qu'on est obligé de soutenir ou de ne pas soutenir. Et est-ce qu'on fait juste du communautarisme, on le soutient, ou est-ce qu'on fait une analyse objective, on ne le soutient pas? On en reparle dans un instant, juste après la pub. LGF, le grand forum avec
pardon, Tarek Mami qui est avec nous aujourd'hui jusque 18h avec dans un instant on va parler un peu de l'affaire El Gharab et on va aussi parler ce dont j'ai évoqué avec les auditeurs hier de ce qui peut apparaître l'affaire du CFCM. Il se passe des choses à l'intérieur du CFCM visiblement, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair tout à l'heure Tarek, ensemble si vous le voulez bien. Mais pour l'heure, on va passer à notre quiz du LGF. Juste si je peux en profiter pour saluer nos amis marseillais. Oui, qu'est-ce qu'ils ont les Marseillais? J'ai reçu beaucoup de SMS et tout ça, donc pour la reprise, donc je les remercie. Bien sûr Morad qui intervient de temps en temps à mes côtés, et Katia, Boala Maxil, André, Othman et j'en oublie. Bon, bonjour à vous les Marseillais. À vous offrir donc toute cette semaine, et c'est la dernière paire de Ray-Ban offerte par Entrevue Optique au 27 avenue Édouard Branly 93 420 Villepinte. Numéro de téléphone 01 49 73 01 46. Sur Facebook, Entrevue Optique IC, ouvert du mardi au samedi. Une paire donc de Ray-Ban pour une valeur maximum de 169 €. Pour jouer avec nous aujourd'hui, nous avons Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe, et bonjour à vos invités, à Monsieur Tartman. Bonjour Fatima, vous nous appelez d'où? De Paris. D'accord, alors présentez-vous un petit peu aux auditeurs, qu'est-ce que vous faites dans la vie, racontez-nous tout Fatima. Je suis grand-mère. Ah bah, là il balèque, bravo. Une grand-mère de combien de petits-enfants? Deux petits-enfants, deux petites filles. Deux petites filles, c'est formidable. Face à vous, je vous présente votre adversaire du soir, il s'appelle Milo. Bonsoir Milo. Bonsoir à tous. Bonsoir Milo, comment allez-vous? Très bien, je vous écoute, tranquillement. Vous nous appelez d'où? De Colombes. De Colombes, très bien, donc c'est un match 100% parisien aujourd'hui. Alors on va démarrer, si vous le permettez, avec la première série de questions. Fatima, est-ce que vous souhaitez commencer ou vous laissez la main à Milo? C'est comme vous voulez, c'est pareil. Bon alors on va changer. Non mais on va commencer par la dame. Ouais, on va commencer par Fatima, ouais, comme d'habitude d'ailleurs la galanterie oblige. Fatima, attention, on se déclenche le chrono, on y va tranquille, je vous fais des propositions. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. J'espère que je vais pas me ridiculiser. Mais non, il n'y a pas de ridicule. Le ridicule ne tue pas, vous inquiétez pas. On y va. Allez, première question. Oui. Ma chère Fatima, présent sur de nombreux objets du quotidien, que signifie le logo NF? NF, norme française ou norme fastidieuse? Pardon? Norme française ou norme fastidieuse? Ça signifie Made in France, non? NF. NF. Oui. Bon, on passe. À quel groupe britannique doit-on le tube We Will Rock You? À Queen ou AC/DC? Je connais pas. Les groupes anglais, je connais pas. D'accord. Quel est le mâle de l'oie? Est-ce le jar ou le jarin? Quel est le mâle de l'oie? Le jar ou le jarin? Je pense que jar. De quel pays est originaire le poulet de tandoori? Le superbe poulet de tandoori. Est-ce que c'est de l'Inde ou de la Chine? De l'Inde. Et enfin, quelle est la ville française surnommée la Cité des Papes? Est-ce Avignon ou Marseille? Cité des Papes. La Cité des Papes. Avignon ou Marseille? Pardon? Avignon ou Marseille? Avignon. Très bien. Bon. Bah alors, ne bougez pas ma chère Fatima, on va passer maintenant au tour de Milo. Est-ce que Milo, il est prêt? Milo? Ouais, je vous écoute. Pardon de te réveiller Milo, il faut y aller au bout d'un moment. Alors, on y va, c'est parti, top départ. Première question pour l'ami Milo. De quelle couleur est le drapeau qui stoppe une course automobile de Formule 1? Est-ce noir ou rouge? Rouge. Quelle est la nouvelle présentatrice du journal de 20h de France 2? Est-ce Laurence Ferrari ou Anne-Sophie Lapix? Lapix. Dans la mythologie, combien de travaux Hercule doit-il accomplir? 10 ou 12? 12. Quel légume est l'ingrédient principal de la moussaka? Est-ce la courgette ou l'aubergine? Aubergine. Et enfin, quelle sauce pimentée est servie avec la bouillabaisse? Est-ce la rouille ou l'aioli? L'aioli. Eh ben c'est pas mal mon ami Milo, c'est pas mal. Alors on va voir en détail ce que ça a donné entre Fatima et Milo pour voir qui repartira donc avec cette paire de lunettes, la dernière de la semaine. Première question ma chère Fatima que je vous ai posée tout à l'heure, vous avez peut-être pas bien compris. C'est présent sur de nombreux objets du quotidien. Que signifie le logo NF? C'est norme française qu'il fallait me répondre. Comme j'entends mal alors, mais c'est pas grave. Bon, Milo, de quelle couleur est le drapeau qui stoppe une course automobile de Formule 1? Vous m'avez répondu rouge, c'est une bonne réponse.
Fatima, la deuxième question, à quel groupe britannique doit-on le célèbre tube We Will Rock You? Je suis sûr que même Tarek connaît ça. AC/DC ou Queen? Queen. C'est ce qu'il fallait me répondre. Deuxième question, mon cher Milo. Quelle est la nouvelle présentatrice du journal de France 2? Évidemment, c'est Anne-Sophie Lapix. Deuxième bonne réponse. Fatima, quel est le mal de loi? Vous m'avez répondu le jar. C'est une bonne réponse. C'est effectivement le jar. Mon cher Milo, la question était la suivante. Dans la mythologie grecque, combien de travaux Hercule doit-il accomplir? Évidemment, c'est 12. Ma chère Fatima, une autre nouvelle bonne réponse. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. De quel pays est originaire le poulet de tandoori? M'a répondu l'Inde. Effectivement, c'est une bonne réponse. Mon cher Milo, la question qui vous a été posée, à savoir quel légume est l'ingrédient principal de la moussaka, qui est un plat grec? Évidemment, c'est l'aubergine. Ma chère Fatima, la dernière question que je vous ai posée, quelle est la ville française donc surnommée la cité des papes? Vous m'avez répondu Avignon, et c'est une bonne réponse. La dernière question, sauce quelle est la sauce pimentée qui est servie dans la bouillabaisse? Eh bien, c'est votre seule mauvaise réponse, mon cher Milo. C'était pas l'aioli, mais c'est bien la rouille. Eh oui, c'est de la rouille. Ce qui signifie que c'est Milo qui remporte ce match et qui repart avec la dernière paire de lunettes offerte par Entrevue Optique. Merci. Désolé Fatima, hein. Désolé Fatima, en tout cas vous réessaierez la semaine prochaine, il y aura d'autres cadeaux, vous inquiétez pas, d'accord? Pas de problème. Au revoir et bonne soirée. Merci à vous Fatima. Bon Milo, bien joué. Bah, je suis très content. Je suis un peu déçu pour Fatima. Elle gagnera une prochaine fois. Ça va, il est bon joueur là. C'est bien, Surtout qu'il a gagné. Surtout qu'il a gagné. Donc une paire de lunettes donc offerte par Entrevue Optique, qui se situe au 27 avenue Édouard Branly, 93 420 à Villepinte. 01 49 63 01 46 sur Facebook Entrevue Optique IC, ouvert du mardi au samedi. Mon cher Milo, tu vas pas quitter, je vais prendre toutes tes coordonnées et encore bravo à être le dernier, donc à être reparti avec cette paire de lunettes Ray-Ban d'une valeur maximum de 169 €. Tu vas pouvoir la choisir et encore une fois bravo. Salut Milo, ne quitte pas. D'accord, à tout de suite. Voilà, d'autres cadeaux la semaine prochaine, notamment on aura des places à vous offrir pour l'Olympia du célèbre artiste Hakim qui est de passage à Paris, mais aussi à Marseille, puisque les Marseillais pourront jouer, puisqu'il sera de passage aussi à Marseille, donc du coup et on y rajoutera aussi une place offerte donc par l'Académie française de la pensée islamique, qui vous offrira aussi des places pour la journée, la deuxième rencontre des intellectuels musulmans qui aura lieu le 23 septembre. Prix d'entrée 35 €. On vous offrira aussi une place, puisque ça comprend le dîner, le petit déjeuner, le café, etc. et de nombreuses tables rondes autour de différentes personnalités du 23 septembre. Ceci donc, ce sera à gagner la semaine prochaine. Pour l'heure, mon cher ami Tarek, j'en parlais hier de cette affaire, ou peut-être mini-affaire du CFCM qui se profile à l'horizon, puisque le président actuel qui a pris ses fonctions au mois de juillet dernier, le 1er juillet, Ahmet Ograt, qui est donc représente la Turquie pour le coup, eh bien est sous le coup de pas mal de critiques, et on parle même d'ailleurs que sa tête serait mise à prix par ce qu'on peut appeler peut-être les Algériens et les Marocains, enfin la branche des Algériens et Marocains. Est-ce qu'on peut y voir un peu plus clair, Tarek Mami? Tout est parti visiblement d'une fuite, d'une rencontre informelle, ou plutôt officielle d'abord, avec Nicolas Sarkozy, mais en fait une rencontre informelle dans le sens où c'était pour Nicolas Sarkozy, pour qu'il puisse accéder à Erdogan et pour qu'il puisse faire des affaires et faire du fric comme il sait bien le faire en Turquie. Tout ça est tout simplement ridicule pour une raison simple. Est-ce que nous sommes dans l'islam de France, ou est-ce que nous sommes toujours dans cet islam des consulats du Maroc, de l'Algérie et aujourd'hui de la Turquie? On remarquera que les consulats de Tunisie et des autres pays africains, voire des autres pays asiatiques où il y a une communauté musulmane importante, n'interviennent pas. Mais c'est un jeu de dupes. À partir du moment, pour moi, où il n'y a pas, j'allais dire, d'islam de France, dans le sens où ce sont les citoyens français
qui décident de leur chef. Aujourd'hui, cette histoire de Sarkozy nous renvoie à la préhistoire du CFCM de 2003, puisque c'est M. Sarkozy qui a donc créé de toutes pièces ce CFCM, et c'est lui, avec les ministres de l'Intérieur successifs, qui ont accédé à ces règles. D'abord, soi-disant, des élections qui n'ont jamais fonctionné, parce que le corps électoral ne correspond à rien. Ce sont les recteurs de mosquées qui décident, j'allais dire, du tableau électoral des personnes qui participent et des candidats. En plus, une règle très mauvaise qui est la règle de nombre de mètres carrés de mosquée. Donc, selon que vous ayez beaucoup de mètres carrés ou peu de mètres carrés, vous aurez quelques participants ou un nombre beaucoup plus important. Donc, tout est faussé dans cette histoire. Quant à M. Ogras, on lui reproche d'être proche de M. Erdogan. Est-ce qu'on reproche à M. Dalil Boubacar d'être proche de la présidence algérienne, l'actuelle ou celle qui ont précédé? Donc, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il y a la lagale. Les Maghrébins, dans leur tête, majoritairement, et je parle des dirigeants, principalement, les autres peut-être aussi, mais principalement les dirigeants, n'arrivent pas à accepter l'idée que les musulmans de France sont français, et que l'islam de France est ouvert à tous, et que l'islam de France n'est pas l'islam du Maghreb. Et tant que ces trois choses n'ont pas été digérées et intégrées dans la tête des dirigeants, ça ne peut pas marcher. Deuxième chose, on devrait donc pour ces gens limiter un mandat, 2 mandats, parce que c'est les mêmes que nous avons pour la plupart d'entre nous connus dans les années 90, pour ne pas remonter aux années 80, qui sont toujours là. Et puis être recteur d'une mosquée ne donne aucune qualité pour être dans la représentativité juste à ce titre. Pourquoi ne pas créer des collèges pour les moins de 30 ans, des collèges pour les plus de 70 ans, et pourquoi surtout, et moi c'est la question que je posais à tous ceux qui ont été présidents de CFCM et qui sont simples, pourquoi lors des élections de CFCM, on n'ouvrirait pas le vote à la participation de tous ceux qui se reconnaissent comme citoyens de culture musulmane, pratiquants ou pas pratiquants, et auquel cas, 1 an avant les élections, on ouvre sur une période de 2, 3, 4, 5, 6 mois une liste, j'allais dire, d'inscription à la participation électorale, chacun à la mosquée, soit de son choix, soit la plus proche de son domicile, et comme ça, le jour de vote, nous aurons un corps électoral important qui finirait par forcer le respect de ceux qu'on va élire, quand bien même le candidat serait désigné par les recteurs. Mais j'allais dire reprocher aujourd'hui à M. Ogras le fait qu'il soit turc, le fait qu'il soit proche familialement ou pas de M. Erdogan, et surtout le fait que M. Sarkozy invite d'abord, parce qu'il faut connaître toute la version, vous pouvez taper Muslim Post sur le Internet et lire la totalité de l'article. Et pourquoi, si vous voulez, M. Sarkozy a d'abord invité tous les membres du CFCM, en tout cas du bureau, et après, face à quelques réticences, il a invité M. Ogras tout seul qui a reporté, mais je veux dire, on ne peut pas reprocher à M. Ogras le fait d'avoir été invité par M. Sarkozy, à la limite que le bureau du CFCM se réunisse et interdise à son président d'y aller, à la limite, mais c'est même pas ça la démocratie, mais que M. Ogras a le droit de rencontrer qui il veut, parce qu'on n'a jamais vu un responsable turc interdire à M. Dalil Boubacar d'aller rencontrer M. Sarkozy, sous prétexte que celui-là... Et pourtant, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Non, mais donc, en fait, le CFCM aujourd'hui n'est pas encore un CFCM français, il est encore le CFCM des consulats. Et tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution intermédiaire, je dis pas couper le cordon ombilical, faut pas rêver, faut encore une génération ou deux, tant qu'on n'a pas trouvé une autonomie. Vous avez un grand sociologue allemand, Christophe, qui doit s'appeler Max Weber, qui a inventé pour la société et pour la politique ce qu'on appelle l'autonomie relative. C'est-à-dire, c'est pas l'indépendance à 100%, mais c'est pas ceux qui reçoivent les ordres non plus. Ça s'appelle une autonomie relative en sociologie. Et donc, le CFCM devrait commencer au moins par obtenir son autonomie relative, par associer les citoyens musulmans de culture musulmane
qui se reconnaissent dans CFCM pour aller voter, et après on fait autre chose. Mais reprocher à M. Ogras d'avoir été appelé par M. Sarkozy, c'est vraiment on veut tuer son chien, quoi. Et il y a un autre petit reproche aussi, bon, peut-être qui est un peu pardonné dans le sens où c'était au mois de juillet, lorsque il y a eu la cérémonie du Père Hamel. Ahmed Ogras ne s'y est pas rendu, il a envoyé Anouar Pibech. Il n'était pas physiquement ici. Oui, c'est ce qu'il dit. Bah, et il dit n'avoir reçu aucune invitation de la présidence. Même s'il avait été pas physiquement ici. Donc il a fait le geste respectable de demander à son prédécesseur d'aller le représenter. Et c'est une chose qui se fait dans toutes les institutions. Au contraire, il faut le remercier parce qu'il a eu ce réflexe. On l'a appelé au téléphone, il a dit moi je suis en Turquie, je peux pas rentrer pour des raisons familiales, vacances, tout ce qu'on veut. Et donc il envoie le truc. En fait, moi ce que je peux vous dire, puisqu'on est à l'antenne et on est entre nous, Christophe, on est que tous les deux, tous les auditeurs vont fermer les oreilles. Avant même l'entrée en vigueur de la désignation de M. Ogras pour le 1er juillet, il y a eu beaucoup de jeux et de mauvais jeux dans les couloirs dont je connais les détails, mais c'est pas mon rôle de les mettre ici à l'antenne. Beaucoup se sont démenés pour empêcher l'entrée en vigueur de l'accord tripartite. Il y a eu un accord tripartite qui a prévu que le premier président serait le président Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris. Il a été respecté. Et il y a eu un deuxième, donc le deuxième président était M. Kbibech du Maroc, ça a été respecté. Et quand on est arrivé, à la désignation de M. Ogras pour le 1er juillet 2017, à partir de janvier, il y a eu des magouilles pour essayer donc d'empêcher M. Ogras de devenir président. Il y a eu même des articles qui ont été publiés sur informations sur des informations pour donc l'empêcher d'être président. Je rappelle juste que l'information est sortie sur un site algérien qui s'appelle TASA, tout sur l'Algérie. J'allais dire, ce site algérien a le droit d'écrire ce qu'il veut, mais en partant de ce site algérien, on part sur le fait que l'autre il est marocain. Je poserai juste la question à ces Marocains et à ces Algériens, est-ce qu'ils se considèrent comme Français ou est-ce qu'ils se considèrent comme Marocains ou Algériens? S'ils sont Français, M. Ogras est Français comme eux, et si effectivement ils prétendent représenter l'islam de l'Algérie ou du Maroc, forcément ils ne voudront pas d'un Turc. Donc arrêtons de tourner autour du pot, disons les choses clairement. Ouais. M. Ogras est président, les élections auront lieu dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas. Alors respectons la règle du jeu, ou alors repartons pour l'islam algérien, l'islam tunisien, l'islam gabonais, et ainsi de suite. Et comme ça, ce sont les ennemis de l'islam de France, et ce sont tous les islamophobes qui doivent aujourd'hui se frotter les bras, pour ne pas dire les mains, mais vraiment les bras, pour dire on a encore un siècle devant nous, ces musulmans, décidément, ne travailleront jamais ensemble. Donc on peut continuer à écrire des livres comme l'a fait M. Fillon contre eux, on peut commencer à leur harceler comme le fait M. Sarkozy, on peut continuer comme va se proposer M. Wauquiez, dans le cas où il serait élu président des LR, à leur taper dessus. Il n'y a pas circulaire, rien à voir, il n'y a pas de pilote dans l'islam de France. Alors, de CFCM à El Guerab, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'une page de pub pour en parler, ouvrir cette affaire, ce dossier, puisque les choses se corsent pour ce député anciennement En Marche, puisqu'il a démissionné. On va vous expliquer un petit peu les suites de cette affaire. Une info qui tombe, Christophe, oui, intéressante. Oui. 5 secondes, c'est le fameux, notre ami Jawad Ben Daoud. Ah oui, Jawad. Oui, envoyé en correctionnel. Envoyé en correctionnel, on recèle, donc je pense qu'il va passer en novembre et qu'il sortira dans la foulée. Bon, allez, à tout de suite. El Guerab, on ouvre le dossier avec vos appels 01 40 33 9000. Je sais qu'on en a eu à parler cette semaine et que les auditrices, c'est intéressant dans cette affaire. Je vous laisse ce petit point de réflexion, Tarek. C'est que les femmes, les auditrices en général sont absolument très critiques envers le geste, puisqu'on peut parler d'un geste quand même violent de la part d'El Guerab, alors que l'on peut voir les commentaires de ces messieurs sur les réseaux sociaux qui disent oui, il a eu raison, moi j'aurais fait la même chose, nanana. Vous voyez, là on sent quand même qu'il y a une espèce de différence notable entre la sagesse féminine. Je dirais une maturité en décalé. Les femmes sont plus mûres aujourd'hui dans la société française, les femmes musulmanes, que les hommes musulmans. Et c'est moi qui le dis. Oui, et je le confirme. À tout de suite. Le grand forum jusqu'à 18h avec Tarek Mami, et pour refermer ce grand forum d'aujourd'hui, on va ouvrir le dossier
Alors LG Bekira, c'est ça, comment il s'appelle? Mjid. En fait, c'est Majid. Et pour faire simple, pour les vrais arabisants, c'est Abdel Majid, parce qu'il n'y a pas Mjid. Vous avez, cher Christophe, les 99 noms de Dieu. Et donc avec Abdel et là en France on contracte il y a la prononciation à la marocaine Mjid à la place de Majid, et puis c'est Abdel Majid, et puis ça devient dans un siècle on aura des prénoms qui n'auront aucun lien avec la religion musulmane pour ceux qui y sont, quoi. Quoi qu'il en soit, député donc qui a été élu dans la 9e circonscription des Français de l'étranger et qui a eu une altercation assez violente. Ça s'est passé devant le siège de Paris Habitat avec un ancien collègue socialiste, puisque M. Elguerab était socialiste avant. Donc c'est parti un petit peu en live, comme on dit. Il y a eu une discussion assez houleuse, dit-on, et des coups qui sont partis, des coups de casque de la part de M. Elguerab, donc contre M. Boris Faure. Boris Faure, une fois à terre, a reçu encore une fois un nouveau coup de casque. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours, 30 jours d'ITT. Il a été en soins intensifs et il y est même d'ailleurs retourné à temps appris hier pour des complications. Quoi qu'il en soit, M. Elguerab donc a été obligé ou contraint de démissionner d'En Marche et reste tout de même député. On y apprend qu'il vient d'entrer dans la commission de défense de défense de l'Assemblée nationale. Mais alors là, Tarek, ça mérite une explication. On se dit mais peut-être que c'est politique, un lobby, quoi que ce soit. Et, en fait, il n'en est rien. C'est purement simplement mécanique. Oui. Alors, si on doit reprendre, d'abord, on salue notre ami Ahmed de Reims, qui nous envoie cette boutade, cher Christophe, qui m'est adressée à moi, à vous, à moi et à tous les auditeurs. Et il dit Elguerab, on va finir par dire Elguerab, not on my name. Tellement ça commence à partir dans tous les sens. Monsieur Elguerab, pour faire simple, est un militant socialiste. Il a le mérite d'avoir, grâce à l'école de la République, à monter tous les grades, donc, de la réussite sociale, voire politique, puisqu'il est né de père marocain bûcheron à Aurillac, et donc il a fait des études, il a réussi, et il voulait faire de la politique et devenir député. Et il a été donc au Parti socialiste, assez proche de différents responsables du Parti socialiste, le dernier en date étant M. Combadélis, dont il a été conseiller. Et puis l'année dernière, au début donc de la préparation des élections législatives, il s'est mis en tête de devenir député socialiste, et pourquoi pas député de Paris. Et puis après, le tirage, les choix des partis socialistes ont fait qu'il ne pouvait pas avoir ce poste. Donc il a eu l'idée de dire, je vais me présenter pour ce qu'on appelle la 9e circonscription des Français résidant à l'étranger, qui regroupe 13 pays de l'Afrique francophone et de l'Afrique de l'Est, dont principalement les 3 pays du Maghreb, mais aussi la Libye et la Mauritanie, plus le Sénégal et 4 autres pays. Et donc on en a parlé aux socialistes pour qu'ils soient candidats du Parti socialiste. Et après des échanges, il y a les socialistes, ils ont dit on peut pas vous nommer directement, il faut passer par des primaires. Et manifestement, il a été aux primaires, il n'a pas été, mais il a compris qu'il ne pouvait pas gagner à la régulière les primaires pour représenter le Parti socialiste dans cette circonscription, principalement Maroc, Algérie, Tunisie. Et là, quand il a vu que le parti de M. Macron avait le vent en poupe, tout d'un coup, il a décidé, quelques mois avant les élections, de quitter le PS et d'aller démarcher LR pour être dans ce parti. Et il se trouve que quand il a commencé à faire cette démarche, LR avait déjà choisi une candidate pour la circonscription, en la personne de la sénatrice Madame Leïla Aïchi, parce qu'elle est du MoDem, et dans les accords entre M. Macron et M. Bayrou, c'est Leïla Aïchi qui a été choisie. Et donc, à partir de ce moment, il dit, c'est pas possible, côté Parti Socialiste, je peux rien faire, je vais au Parti de Macron, ça va pas passer, et il commence à éplucher l'histoire et la vie de Madame Leïla Aïchi. Et là, il trouve que Madame Leïla Aïchi a parrainé un colloque en 2013 en sa qualité de sénatrice sur les droits de l'homme dans le Sahara occidental et le Polisario. Et il se dit,
top, là j'ai trouvé la bonne, j'allais dire parade. Et à partir de ce moment-là, il se déverse dans la presse marocaine, comme quoi lui qui est franco-marocain, lui qui est militant français, militant marocain, ne peut pas accepter qu'une dame qui est algérienne en plus soutient le Polisario, représente les franco-marocains à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, vous avez une machine de communication qui se met à son service. Alors, sans rentrer dans le détail, sans nécessairement savoir ce qui s'est passé, tout d'un coup, une grande partie de la presse marocaine a commencé à détruire Madame Leïla Aïchi sur le volet Polisario et à le soutenir. Et pour ceux qui ont suivi ce dossier comme moi, par exemple, l'élection pour au premier tour, donc c'est Madame Leïla Aïchi qui arrive première et lui il arrive second, et le candidat socialiste est battu. Et donc, il ne se représente pas au deuxième tour. Le candidat socialiste, donc M. Boris Faure, donc, est le chef en quelque sorte, parce que c'est lui qui s'occupe de cette partie du monde. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, j'ai vu à la télévision marocaine, les élections avaient lieu le dimanche, et la règle du jeu, en tout cas en France, était que vendredi soir, Christophe, à minuit, il n'y a plus de propagande électorale. Et il se trouve que dans le dernier journal d'une grande télévision francophone marocaine, le samedi dans le journal de 20h, on fait un sujet sur cette élection avec en gros 4 minutes, donc 3 minutes en faveur de M. Guerab et 1 minute pour détruire Mme Leïla Aïchi, autant dire 4 minutes contre Mme Leïla Aïchi. Et quand on voit le résultat final de ces 13 pays, on voit que Mme Leïla Aïchi arrive première dans 12 pays, et va perdre l'élection par la quantité d'électeurs franco-marocains qui habitent au Maroc et qui votent au Maroc. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a une espèce de malaise qui va s'installer entre Mme Leïla Aïchi et M. El Guerab. Et surtout, le représentant du Parti Socialiste qui a été défait au premier tour, qui reproche, directement, indirectement, à M. Guerab d'avoir fait du communautarisme pur et simple, puisqu'il était présent physiquement, d'après donc le représentant du Parti Socialiste devant le bureau de vote de Casablanca, et qu'il incitait, en arabe et en français, les Marocains, les Franco-Marocains, pour voter pour lui. Et à la sortie des résultats, donc c'est M. Guerab qui est élu, c'est la règle de la République, donc c'est lui qui est député, mais dans la foulée, en tout cas, le représentant du Parti Socialiste qui a été éliminé au premier tour dépose un recours au Conseil constitutionnel pour invalider cette élection avec plein d'arguments. On verra ce que le Conseil constitutionnel... c'est pas tranché. C'est pas tranché puisque la demande du candidat socialiste a passé le filtre du premier tour, parce que sur 300 contestations, il y a eu déjà 70 ou 80 qui ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Donc reste... Il en reste 48, je crois. Oui, bon, je sais pas combien il reste, mais en tout cas reste notamment celui de M. Valls, oui, et celui de M. El Guerab. M. Valls absent de l'Assemblée depuis le mois de juillet. Comme vous dites. Et donc, dans la foulée, ce qui va se passer, c'est que derrière M. El Guerab est élu sur la liste. Alors, ce qui est encore paradoxal, c'est que au premier tour, sur le logo, sur les affiches électorales de M. Guerab, il n'y avait pas le logo de La République en Marche. Et alors, au deuxième, ils sont apparus. Et sur le deuxième, il est apparu. Bon. Donc, il y a plein de choses. Donc, M. Guerab est quelqu'un qui veut faire de la politique à l'ancienne et qui veut devenir député et qui a gagné. Et dans la foulée, donc... on comprend mieux le contentieux, finalement, qu'il y a avec Boris Faure. Socialistes. Ouais. Oui, avec les socialistes. Ouais. Parce que le Boris Faure était très bon copain avec M. Guerab, puisqu'ils travaillaient ensemble pour que ce soit le Parti Socialiste qui gagne la circonscription. Ils ont drôle de manière de se féliciter, hein. Voilà. Et donc, après, il y a eu des échanges. D'ailleurs, M. Boris Faure, je vous en renvoie sur le site Mediapart, avait écrit, je ne sais pas si c'est juste avant l'élection ou après l'élection, un éditorial sur son blog, dans lequel il met tous les détails, et il fait tous les reproches qu'il fait à Mjid, et qu'il le traite de traître, de communautariste, de ce que vous voulez, et de celui qui n'a pas respecté la règle de son parti. Voilà. Et donc, il y a eu ce rendez-vous malencontreux le 13 août, où M. Boris Faure aurait insulté M. Guerab avec les mots communautaristes, arabe, sale arabe, ce qu'il n'a pas le droit de faire, bien sûr, parce que on peut ne pas être d'accord, mais il y a des choses sur lesquelles on s'arrête. On peut pas être raciste, puisque d'autant plus qu'ils étaient camarades de parti. Et il y a eu en contrepartie donc la violence de M. El Guerab. La presse parle d'un coup de sang, et même son avocat, M. Dupond-Moretti, parle d'un coup de sang.
Donc, c'est que dire. Et d'après l'enquête policière publiée dans Marianne, parce que c'est l'article le plus profond et le plus long, mais à Atlas Info et beaucoup d'autres journaux et sites ont écrit plein d'articles. Et dans ces articles, on dit clairement que si il y avait des vigiles devant le café, parce que je sais pas qui habitait à côté de ce café de la rue Broca, que si les vigiles n'étaient pas intervenus pour saisir et arrêter de fait Monsieur le Guérab, c'est pas 2 coups de casque que Boris Faure aurait reçu, mais beaucoup plus, et peut-être même que le 3e coup l'aurait assassiné, ce qui serait malheureux pour Monsieur Mjid El Guérab. Et donc voilà le contexte global dans lequel il est, et dans la foulée, donc le parti la République en marche qui est en fait responsable. Moi, là, pour moi, le responsable de cette situation, ce n'est pas Monsieur Guérab par l'action qu'il a faite, mais le premier responsable, c'est la République en marche, qui a désigné une candidate, Madame Leïla Aichi, et qui, quand sort cette histoire de Polisario, reste dans le flou, n'appelle pas pour l'un, n'appelle pas pour l'autre, et entre les 2 tours, elle déclare que les idées de Monsieur Guérab seraient encore plus proches de l'autre commerce. Donc je pense que si Monsieur Guérab devait subir demain devant le tribunal une condamnation quelconque, il faudrait que le parti qui n'a pas été clair ni avant ni après soit condamné aussi, parce que quand Monsieur Guérab donc a frappé Monsieur Faure, que fait le parti par Monsieur Ferrand, le président du groupe? Il le fait appeler pour lui conseiller de démissionner parce que ils vont l'exclure. Et c'est comme ça que M. Guérab va présenter 2 informations qui sont fausses. La première, c'est qu'il aurait refusé d'utiliser son immunité parlementaire pour être mis en garde à vue, ce qui est faux, parce qu'il a été arrêté dans le cadre de ce qu'on appelle un flagrant délit. Et là, si vous êtes député ou pas, vous tapez quelqu'un, vous tuez quelqu'un, il y a plus, c'est le flagrant délit. Donc ça, c'est le premier mensonge de M. Guérab. Et le deuxième, c'est qu'il dit j'ai préféré démissionner sur son Facebook, alors qu'on lui a dit de démissionner, parce que s'il n'avait pas démissionné, il serait donc exclu. De fait de cette démission, rapidement. Oui, je peux même arrêter là parce que c'est une histoire vraiment dramatique. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme il était, on j'arrête. Oui, voilà. Il est l'heure. Voilà. Bon, en tout cas, chacun d'aller voir évidemment les informations qui circulent. Il y a plein d'articles. Vous tapez Mjid El Guérab, Marianne, Atlas Info, et vous trouverez tout. Et en tout cas, pour moi, et contrairement à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, je terminerai par là, je condamne toute violence. Évidemment. Et quand on a des comptes à régler, on dépose la plainte, on prend acte, mais la violence n'a pas sa place, surtout pas en politique, et surtout pas que 3 semaines avant, M. El Guérab avait condamné les violences commises contre Mme Nkaem et contre une autre députée LR. Oui, comme quoi. Et on va terminer par cette phrase: la violence est le refuge des incompétents, dit-on. Non, la violence est le refuge, non pas des incompétents, mais des gens qui n'ont pas de cerveau pour moi, parce qu'il faut savoir se contrôler jusqu'à la dernière seconde. Merci Tarek Mami, à la semaine prochaine, vendredi prochain. Héritage dans l'islam. Bah oui, évidemment. Le rappel de l'actualité sur France Maghreb de ce vendredi soir, c'est avec Marine Garel. Excellente soirée à tous, c'est à lundi pour le Grand Forum. Bonjour à tous. Le séisme de magnitude 8,2 qui a frappé ce matin le Mexique et la côte pacifique au sud du pays a fait au moins une 30aine de morts, un bilan provisoire face à un tremblement de terre d'une force inédite depuis au moins un siècle, nous dit-on, dans cette région d'Amérique centrale. Une alerte tsunami a été émise alors que l'épicentre a été localisé près de la frontière avec le Guatemala à une profondeur de 33 km. Aux Antilles, c'est l'autre information de cette fin de semaine. Là aussi, le bilan reste provisoire. Une 15aine de morts, une centaine de blessés, plusieurs personnes portées disparues, des pillages et des dégâts matériels considérables, à la fois à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les îles voisines. Le coût des dégâts sera bien supérieur à 200 millions d'euros, selon les premiers chiffres des assureurs. Désormais, le phénomène a été rétrogradé en catégorie 4 et se dirige vers la Floride. Sur place, il y a des évacuations massives, notamment à Miami Beach, et les habitants des territoires concernés font des provisions en vivres avant de se barricader à l'approche de l'ouragan ou d'évacuer. J'ajoute que 2 autres tempêtes menacent encore les Caraïbes. Dans le reste de l'actualité, Pierre Berger est mort. L'homme d'affaires, ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent, s'est éteint ce matin à l'âge de 86 ans selon sa fondation. Militant pour les droits des homosexuels, cofondateur du SIDAction et soutien du Parti Socialiste, Pierre Berger était aussi l'un des propriétaires du journal Le Monde, président du conseil de surveillance. Et puis un chiffre, si vous le voulez bien, depuis le début de l'année, 11 attentats au total ont été déjoués en France, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce matin à l'occasion de la présentation de Laurent Nunez.
C'est le nouveau directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Hier encore, un troisième suspect a été interpellé après la découverte mercredi d'explosifs à Villejuif dans un appartement en Seine-et-Marne. Enfin, la 5e journée de Ligue 1, c'est déjà ce soir à la reprise après la trêve internationale. À 19h, Lille reçoit Bordeaux et plus tard, à 20h45, Metz affronte Paris avec les premiers pas de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs parisiennes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2, France Maghreb.